Bonjour à tous, bienvenue à cette sixième série des webinaires pour le hackathon, hein, penser la zone d'activité du futur, de demain. Merci à tous, hein. Je tenais à remercier l'ensemble des participants, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi la première phase du hackathon, qui était cette phase inspirante, apprenante, puisqu'aujourd'hui, avec Monsieur Menrad, Monsieur Leboeuf et sa collègue Madame Garde, on va clore en fait cette session de webinaire inspirant. Nous étions nombreux, hein, régulièrement autour des conférences, hein, de 90 à aujourd'hui une trentaine. Là, aujourd'hui, on a quelques petits soucis informatiques, mais on peut dire qu'on a réussi la première phase du hackathon, et merci, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre participation. On va rentrer maintenant dans la phase opérationnelle, je dirais, hein, après nos webinaires, on va rentrer dans la phase opérationnelle. Donc, passons maintenant de la consommation à l'action, hein, passons à la consommateur, puisque maintenant, on va proposer à l'ensemble des participants, et c'est déjà commencé, hein, soit de déposer un projet pour les zones du parc du Ride ou la zone du Biopôle sur la plateforme Voodoo, soit de participer à un projet, hein. Vous verrez qu'aujourd'hui, les projets ont commencé à rentrer, hein, puisque plusieurs équipes se sont déjà constituées. Donc, phase 2 maintenant, phase 2, on dépose des projets pour appuyer les territoires sur la communauté de communes La Bazorne et sur Colmar Agglomération, pour appuyer les territoires à penser la requalification du parc du Ride et le renouveau ou le nouveau biopôle. Donc, des sujets. Passons maintenant à l'action projet, passons maintenant à la participation à des projets. Donc, on passe vraiment sur la phase 2. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est sur la série 6 du webinaire, avec effectivement sur quelque chose qui nous amène plutôt sur la question de, de la zone productive, hein. On a pris cette thématique, hein, comment on passe de la zone prédatrice à la zone productrice. Et là, effectivement, nous avons des intervenants qui nous feront effectivement des focus sur la question de la méthanisation, hein, avec tout d'abord, alors je ne sais pas ce qu'on avait convenu, si c'était Agrivalor ou si c'était Total Energy qui était en premier, je ne sais plus ce qui avait été convenu. Avec Je crois Agrivalor, Pardon? on était en premier, je crois que ma collègue Madame Garde, elle doit un impératif un peu plus D'accord, tard. Donc d'accord, ok, après, je vais parler, voilà, la méthanisation et même énergie au sens large pour tout la à zone fait, d'activité. Donc je tout pense que à ça peut fait. Donc, faire une bonne introduction à Monsieur Manride, justement, ce qui sera d'accord. spécifique méthanisation, si ça vous Donc, va. on va commencer comme ça, effectivement, par Total Energy avec Monsieur Leboeuf et Valérie Garde, hein, sur cette question de l'énergie. On passera ensuite la parole à Agrivalor, hein, Monsieur Menrad. Je ne sais pas si Monsieur Adam est également présent. Donc, d'accord, ça sera vous, effectivement. Ce serait nickel. Euh, sur la question de la méthanisation sur les zones d'activité, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est cette thématique qu'on aborde, hein, comment on produit sur une zone d'activité. Aujourd'hui, sur une zone d'activité, on produit de l'emploi. Est-ce qu'on peut produire autre chose? Et donc, nous aurons ces exemples. Je vous rappellerai aussi à la fin donc, de la réunion que nous aurons un webinaire, hein, de méthodologie de projet qui aura lieu le 18 avril de 9 heures à 10 heures. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais notez-vous déjà cette date. On n'est plus sur des webinaires inspirants, on est maintenant sur des webinaires projets. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à Valérie Garde et à Alexandre Leboeuf, et merci déjà à vous pour cette présentation. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à partager votre écran ou vous n'avez pas de PowerPoint? Si? Si c'est bon, j'ai un PowerPoint. Est-ce que tout le monde le voit? Alors, on le voit, oui. Si vous pouvez passer en diaporama, peut-être ça serait mieux. Oui, Voilà. alors, c'est bon, vous l'avez? Eh bien, parfait. Très bien, nickel, merci. Hop. Bonjour à tous déjà, merci d'être d'être pas mal de monde quand même, donc aussi présent. Donc avec ma collègue Valérie, donc je vous propose, on va vous présenter, alors plus en détail, on va dire, je pense que tout le monde connaît déjà Total Energy, mais plus vous présenter plus en détail, on va dire
toute la filière, on va dire, au sein de la compagnie qui va concerner les nouvelles énergies. Donc aussi bien au niveau de la production de nouvelles énergies, mais aussi les nouvelles solutions d'utilisation de ces énergies. Là, je passerai plus la parole à ma collègue sur les solutions de mobilité, entre autres. Donc, hop, si ça a envie de fonctionner. Voilà. Donc, pourquoi Total Energy, enfin, stratégie de Total Energy actuellement, c'est vraiment dans les objectifs de la COP 21, donc d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, on va dire depuis 2015, voilà, assez rapidement, c'est montrer un peu les effets, on va dire, qu'ont déjà eu la stratégie de baisse, on va dire, de consommation des énergies fossiles fait de production au sein de la compagnie. Donc, on va dire avec une augmentation, on peut le remarquer, alors pas encore assez élevée, mais qui augmente, qui a une stratégie assez élevée d'augmentation sur tout ce qui va être la biomasse, l'hydrogène, donc on va appeler les gaz décarbonés, mais surtout sur l'électricité, hein, qui est clairement, enfin, on le voit de plus en plus, l'énergie du 21e siècle. Donc, vraiment avec cet objectif de baisse, on va dire, des énergies fossiles compensé par les nouvelles énergies, dont l'électricité renouvelable et la biomasse et l'hydrogène. Et voilà, pour montrer un petit peu quelle est notre stratégie, donc tout à droite, on va dire au niveau des énergies pour 2050, donc avec on va dire 2 tiers d'énergie issue, donc électricité, énergie renouvelable, et issue des gaz verts. Et on va dire 25% d'énergie, alors avec un petit peu encore de pétrole qui sera principalement ciblé on va dire plasturgie, activités spéciales et gaz naturel. Rapidement, donc sur le Grand Est, donc Total Energy est déjà bien présent sur la région Grand Est. Hein, on a plus de 1000 emplois directs sur toute la zone, plus de 300 stations services urbaines et rurales, dont la plupart commencent, alors vous l'avez sûrement marqué, de plus en plus équipées de bornes de recharge électrique pour la mobilité, avec prochainement également des stations 100% électriques. Plus de 900 points de recharge opérés également sur l'ensemble de la région, un site de stockage d'énergie de 25 MWh et une capacité de production d'énergie renouvelable, donc actuellement qui est de 375 MWh, donc sur 32 sites, majoritairement sur des sites de production donc éoliens et photovoltaïques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc la stratégie actuellement sur les énergies renouvelables, c'est vraiment d'accélérer le développement de ces énergies. Donc, avec l'augmentation donc, des capacités installées hein, au niveau éolien. Donc on est passé clairement de 4 éoliennes en 2015 à plus de 643 sites actuellement. Alors je n'ai pas le nombre d'éoliennes exactement, hein, mais ça fait quand même une puissance installée d'1,9 gigawatts. Et l'idée, c'est vraiment d'accélérer le rythme sur le développement de ces énergies, donc au niveau photovoltaïque et éolien, avec un objectif pour 2030 de 6,7 gigawatts installés, donc un peu plus, presque x4 en puissance installée. Donc notre ambition actuellement, on va dire au niveau pour Total Energy, c'est d'être vraiment dans le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable au niveau international. Petite parenthèse également sur toute la partie qui est très liée à la production d'électricité renouvelable, c'est toute l'installation de batteries de stockage. Donc l'idée c'est d'augmenter au maximum les capacités de stockage avec les batteries, donc avec Saft, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui permet justement de combler cette part on va dire, d'intermittence des énergies renouvelables et qui permet également de donner une certaine flexibilité à ce système. Alors, il y a plein d'autres intérêts hein, des batteries, je ne vais pas trop m'étendre, je ne suis pas spécialiste. Et troisième point, qui va être la production de biométhane et du gaz décarboné au sens large. Donc Total Energy, donc en 2015, on n'avait aucune installation de méthanisation. On est assez récent on va dire dans le domaine du biogaz. On a aujourd'hui en France donc 8 installations de méthanisation qui produisent 700 gigawattheures. On a un objectif pour 2030 qui est de multiplier par 6 cette capacité de production. Alors ça, c'est au niveau national. Après, au niveau international, on a des ambitions assez similaires, mais sur des marchés donc, européens, américains et également Asie, principalement en Inde. Concernant le biogaz, j'en ai parlé, donc on est un acteur assez récent dans le domaine du biogaz. Donc on a une business unit qui a été créée donc en 2020, donc ça va faire bientôt 4 ans qu'on est
puisqu'on est présent sur la filière du biogaz, qui, elle, existe depuis bientôt plus de 20 ans. Mais on va dire, l'idée, c'était vraiment de rentrer dans un marché qui est considéré maintenant comme mature. On a une ambition aujourd'hui, nous, c'est de devenir un acteur majeur du biogaz en France et de pérenniser cette activité-là. Notre particularité, on va dire, sur le biogaz, c'est d'être un acteur intégré, c'est-à-dire qu'on va vraiment développer des projets de méthanisation, on va dire de A à Z, hein, du développement de projets initial avec des créations de partenariats, que ce soit avec des collectivités, l'industrie agroalimentaire et le monde agricole, qui est primordial pour monter un projet de méthanisation, et également toute la chaîne de valeur, on va dire, au niveau des investissements, le développement, la construction des installations qui est faite également en interne. Et derrière, toute l'exploitation du site qui sont faits par nos équipes actuellement et on a cette volonté de garder vraiment l'exploitation en interne. Et derrière, bien entendu, ça nous permet d'avoir un biométhane, de valoriser un biométhane qui permet de décarboner à 100% les activités, que ce soit au niveau de la mobilité, mais également au niveau de l'industrie et des collectivités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous permet de produire un biométhane qui permet de se substituer à 100% au gaz naturel et qui permet de se décarboner également à 100%. Voilà, on respecte, on va être certifié ce qu'on va appeler RED 2 ou RED 3 selon la réglementation européenne, ce qui nous permet justement d'améliorer là-dessus. Donc assez rapidement, voilà, le projet de méthanisation, donc on est sur des sites territoriaux qui permettent, donc, comme je disais, de valoriser des matières et des déchets donc, au niveau local. Donc idéalement, c'est vraiment d'avoir des gisements de matière qui sont dans un rayon de 30 à 50 km maximum autour des sites. Alors, on va dire que c'est une moyenne, hein, donc globalement, on est sur des sites donc, territoriaux de taille assez importante qui vont traiter entre 60 et 80 000 tonnes de matière. Ça va être des matières agricoles type effluents d'élevage, ça peut être des effluents d'industrie agroalimentaire, également déchets de fruits et légumes, déchets d'abattoirs, on va dire déchets de table également. Et derrière, tout ce qui va être les biodéchets de collectivité, donc avec la nouvelle réglementation qui est active là, depuis début janvier. Donc tout ce qui est traitement des biodéchets, voilà, c'est un peu les grands gisements. Moi, je faisais un point là-dessus, c'est vrai qu'il faut voir aussi l'unité de méthanisation comme une installation qui permet de capter les gisements de son territoire et de les valoriser en énergie, mais ça peut aussi être, et là c'est dans le cadre, on va dire, du hackathon, être une opportunité pour un industriel ou une industrie de s'implanter, parce que, veut dire, aujourd'hui, valoriser ses déchets, c'est un axe, ça peut être un point important pour une industrie agroalimentaire pour qu'elle puisse s'implanter. Et voilà, l'idée ici, pour moi, un des intérêts d'avoir une installation de méthanisation à proximité ou qui maille bien le territoire, c'est de donner une opportunité à des industries agroalimentaires de pouvoir s'implanter, d'avoir une voie de valorisation de leurs déchets qui permet de simplifier ce domaine-là. Voilà. Après, l'autre point sur une installation de méthanisation, ce qui est assez important, c'est également, on va dire, toute la partie créatrice d'emplois, hein. Nous, aujourd'hui, une installation qui produit 55 gigawattheures, c'est une installation qui va créer on va dire entre 4 et 6 emplois directs sur site. Et en indirect, on monte, en fonction de la taille d'installation, un peu plus de 10 emplois. Alors, c'est principalement des emplois liés à la logistique et au commerce. Et l'autre point important pour le monde agricole, ça permet également d'éviter, ça permet de diminuer les engrais chimiques au niveau de la fertilisation des sols. Je vais assez vite parce que je pense que M. Maïra fera un point tout à l'heure dessus, donc je pense que voilà pour la méthanisation. Mais on va dire aujourd'hui les avantages pour les collectivités, ça va vraiment être de contribuer à la transition énergétique pour la production d'énergie verte locale, hein, qui est injectée dans les réseaux. Ça permet de dynamiser le tissu local, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau de l'industrie agroalimentaire, les mondes agricoles, les collectivités. Verdir la consommation de gaz naturel également, on va dire, du territoire. Et bien entendu, créer des emplois qui seront par définition non délocalisables. Et globalement, pour faire un peu une transition, donc on va dire le gaz, on parle beaucoup de décarboner ses usages, mais aussi il ne faut pas oublier la partie, on va dire, bio-GNV, donc qui va être le gaz naturel véhicule, avec une vision où on considère qu'aujourd'hui, ça va permettre de combler une partie, on va dire, remplacer, on va dire, le diesel au niveau du transport routier. Donc voilà, une vraie transition là-dessus. Après, on va avoir dans un second temps, on le voit plus on va dire, dans un second temps, toute la partie production d'hydrogène, consommation pour les mobilités.
Et également, donc, ce qu'on entend le plus parler, bien entendu, toute la mobilité liée à l'électricité, donc pour tous les véhicules particuliers et petits, enfin, même au niveau du transport routier. Et là, je vais passer la main du coup à Valérie qui va vous en dire un peu plus sur tout ce qui va être la partie recharge électrique, mobilité électrique. Merci Alexandre. Donc bonjour, je suis Valérie Garde, je suis responsable du segment B2G, donc segment des collectivités au sein de l'entité Total Energy Charging Services, donc l'entité qui a été créée pour la mobilité électrique. Donc effectivement, comme le disait Alexandre, nous sommes la compagnie Total Energy est bien sûr là pour accompagner la transition vers la mobilité légère. Et donc, effectivement, on suit on va dire le mouvement de l'évolution du parc automobile. Et là, vous voyez sur la partie gauche, effectivement, le parc véhicule électrique, véhicule hybride rechargeable va évoluer de façon assez importante d'ici 2030, puisqu'on à cet horizon-là, hein, selon plusieurs études, le parc roulant véhicules hybrides rechargeables et électriques constituera plus de 21% du parc global. Donc c'est pour ça que Total, bien sûr, depuis 2018, on va dire, s'est lancé sur cette nouvelle activité, donc qui est effectivement d'ajouter à la distribution des carburants une distribution multi-énergie, et notamment par le biais de ces stations Total Énergie. Donc ça, on verra un peu dans le détail après sur les segments sur lesquels on se positionne aujourd'hui et qui constituent notre stratégie. Effectivement, avec un objectif qui est fort aussi bien en termes de nombre de stations, puisque l'objectif est de 500 stations multi-énergie ou full électrique à fin 2026, et d'un objectif de bornes opérées à 130 000 en 2030. Donc, on va dire, on est très ambitieux sur le sujet. Et aussi, on est présent avec Stellantis et Mercedes sur une co-entreprise qui s'appelle ACC, et qui donc qui a créé une Gigafactory pour les batteries, pour la production de batteries, et donc dont l'objectif est de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des batteries importées en Chine. Donc voilà, on va dire de façon globale on va dire notre vision sur la mobilité électrique. Et donc si on passe sur le slide suivant, pour vous montrer on va dire nos axes de développement, comment on est organisé aujourd'hui finalement pour adresser tous ces marchés. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous ces marchés, simplement pour vous dire qu'une des grosses priorités, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle, nous, le retail et les EV hubs. Effectivement, c'est d'équiper de stations de recharge haute puissance nos stations Total Énergie, donc on va dire sur les axes majeurs, donc les autoroutes, les grands axes, que ce soit dans des zones urbaines ou périurbaines. Donc l'idée, c'est de vraiment mailler le territoire pour que finalement, à l'instar des stations-service qui fournissent de l'essence, du gasoil, que finalement, on puisse se recharger tout au long de son parcours lorsqu'on est en itinérance. Ensuite, on a la partie B2B Fleet, alors qui va peut-être moins concerner les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, ce sont nos solutions de recharge pour les entreprises qui ont des besoins, on va dire, pour des besoins propres de recharge. Donc, ça peut être sur le parking de l'entreprise, mais aussi pour leurs salariés, donc soit effectivement sur le lieu de travail, soit ce qu'on appelle at home, donc à la maison. Voilà, donc là, on a des solutions dédiées pour ces clients B2B. Que ce soit d'ailleurs des petits clients, puisqu'on adresse aussi bien les petits clients qui ont besoin de moins de 15 bornes à travers un partenaire installateur, et aussi on peut travailler avec des entreprises telles que La Poste, France Emploi, on va dire des entreprises qui ont des filiales partout en France. Excusez-moi. Un des segments aussi très important pour nous aujourd'hui, c'est le truck. Alors c'est vrai que c'est un peu ambitieux parce que c'est vrai que ça évolue peut-être moins vite que sur la partie véhicules légers, véhicules utilitaires. Mais donc on a une entité dédiée aux trucks parce qu'effectivement,
il va y avoir des besoins, aussi bien dans ce qu'on appelle le dépôt charging, donc ça veut dire au sein des entreprises des transporteurs, des sociétés de logistique, donc pour faire de la recharge au dépôt, mais également en itinérance. Donc là, l'idée, c'est d'équiper nos stations, notamment nos stations AS24, mais également les aires de repos poids lourds, de bandes de recharge qui là vont être, on va dire, très très haute puissance pour recharger assez rapidement les poids lourds. Après, on a le segment B2G, donc c'est le segment dont j'ai la responsabilité, donc B2G pour Business to Government. Donc, moi, j'adresse en fait les collectivités. Donc, ça peut être des métropoles, des villes, des syndicats d'énergie, donc qui effectivement souhaitent équiper d'infrastructures de recharge électrique la voirie, les parkings. Et l'idée, c'est que là, on propose en fait une offre qui est assez complète, puisque ça peut être de la recharge résidentielle, donc des bornes de recharge qui vont être en voirie pour des résidents qui sont dénués de parking. On va aussi proposer une offre de ce qu'on appelle recharge intermédiaire, où là, on va être plutôt pour de la recharge à destination, près des restaurants, des cinémas, des gares. Et on propose aussi sur ces offres B2G de la recharge haute puissance, c'est-à-dire des bornes près des grands axes. Voilà, donc on est en capacité de répondre à des appels d'offres pour toute typologie de recharge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est déjà bien présent en France, puisqu'on opère le réseau Bélib, qui est le réseau de la ville de Paris. On est également présent sur la métropole Aix-Marseille-Provence. On a récemment gagné l'appel d'offres de la métropole européenne de Lille. On est présent à Compiègne, à La Plagne. On a aussi gagné le marché des aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, du marché de Rungis et aussi des parkings de Bordeaux. Donc ça veut dire, voilà, on a cette capacité de finalement avoir une offre qui va être un peu personnalisée, qui va répondre à une demande en voirie, en parking et sur différentes typologies de recharge. Et pour terminer, donc le segment sur lequel on est également présent, c'est le B2C. Donc, c'est les bornes pour les particuliers à domicile à travers notre filiale Integrated Power France. Donc là, c'est de façon assez, on va dire, générale que je vous ai présenté notre activité mobilité électrique avec les différents segments que nous adressons. Mais après, peut-être pour être un peu plus, on va dire, proche de vos besoins, je voulais vous parler donc, de l'activité EV Hub, qui est en lien donc effectivement avec l'activité retail. Donc en fait, si vous voulez, notre objectif principal, comme je vous disais, c'est vraiment de mailler le territoire français sur des axes, on va dire les grands axes, sur de la recharge rapide. Donc là, quand on parle de recharge rapide, ça va être à partir de charges d'essai 200, 400. Et là, l'idée, c'est que quand nous, on n'est pas présent par nos stations Total Énergie et que donc effectivement, il y a un besoin de recharge rapide à un endroit du territoire, on cherche des partenaires privés qui disposent de foncier et on va leur proposer d'héberger des bornes. Et donc, ce particulier ou cette société n'aura pas à investir. C'est Total qui va porter l'investissement. Et donc, nous, cette offre, en fait, on peut l'adresser à toute typologie on va dire, d'entreprise, que ce soit effectivement des opérateurs de parking, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des grandes surfaces, des supermarchés, des hôtels, des restaurants, mais également des foncières ou promoteurs immobiliers, en tout cas tous les propriétaires de fonciers. Donc l'idée, c'est effectivement, à travers cette proposition d'installer des bornes de recharge électrique, c'est de pouvoir aussi booster l'attractivité de leur territoire. Voilà, donc comment ça se passe concrètement, si on peut le voir sur le slide suivant. Ah non, t'es un peu trop vite. Donc effectivement, nous on propose une solution complète, clé en main. Donc on met en place un contrat de partenariat donc avec cette société privée. Donc c'est nous qui investissons. C'est que nous investissons les bornes. Donc, nous proposons l'installation donc à travers nos installateurs agréés, référencés.
Nous fournissons donc l'énergie d'origine 100% renouvelable et nous opérons en fait ces bornes de recharge, ces infrastructures sur 15 ans. Donc pendant 15 ans, on assure l'exploitation commerciale et également la maintenance. Et donc l'hébergeur, qui est donc le partenaire, en fait, lui, quelque part, met à disposition son foncier. Et bien sûr, perçoit des redevances à titre au fait que nous, on vienne installer nos bornes sur son territoire, mais on va dire, n'a pas comment dire, à part nous fournir on va dire son espace, n'a pas d'autres fonctions et ne doit. Voilà, c'est Total qui est complètement, qui propose la solution complète et qui s'occupe de tout, si je puis dire, puisque ça va effectivement de la fourniture, l'installation des bornes, jusqu'à opérer le service pendant la totalité du projet. Ok. Donc voilà, j'ai assez Merci rapidement Valérie. présenté notre segment mobilité électrique. Parfait. Et moi, je vais juste finaliser derrière sur une petite partie en plus. J'ai souhaité rajouter justement dans l'esprit des zones d'activité. C'est toute la partie, on va dire, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, énergie renouvelable, électricité, donc qui va concerner principalement, donc très rapidement, donc toute la partie solaire. Avec toutes les compétences qu'on connaît, on va dire, du solaire, qui vont être toutes les parties ombrières de parking, toiture et système au sol, donc qui sont les trois grands systèmes les plus, on va dire, les plus connus et les plus qu'on voit le plus au niveau de la mise en place des énergies électriques, qui permet justement de localiser cette production d'énergie et qui peut être facilement mise en place, donc aussi bien sur de la grande surface que sur des plus petites surfaces. Et voilà, je voulais quand même le mettre en avant parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir sa place dans la zone d'activité du futur. Après, bon, il y a toute la partie éolien qu'on fait également. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour des plus gros projets. Et également derrière toute la partie stockage d'énergie. Et voilà, donc j'ai quelques photos, on va dire, de ce qu'on sait faire. Alors, on n'est plus sur des très grands projets ici. Donc, on va dire la partie éolien, solaire, on fait également l'hydroélectricité pour information et de l'agrivoltaïsme actuellement. Donc, vous avez deux exemples d'agrivoltaïsme qu'on développe actuellement, on va dire sur des marchés différents de ce qu'on échange ici. Donc, voilà. Assez rapidement. Donc voilà nos différents contacts, dont alors vous avez le contact également pour toute la partie éolien photovoltaïque, qui est ma collègue Elodie Rabier, qui ne pouvait pas participer. Mais voilà. Donc en tout cas, merci pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions surtout. Merci, Monsieur Leboeuf. Merci, Madame Garde. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, puisque les micros sont pas disponibles. Moi, j'avais une première question avant de passer la parole effectivement à Monsieur Menrad. Aujourd'hui, effectivement, vous avez bien décrit la question de la mobilité électrique, qu'elle soit totalement électrique ou qu'elle soit en hybride rechargeable. Sur les zones d'activité, on voit bien qu'avec notamment les obligations de panneaux solaires, en tout cas d'énergie renouvelable sur les parkings, sur la loi d'énergie renouvelable, voire même aussi sur les bâtiments, même si sur des bâtiments existants, il faut se poser la question de la capacité de la structure à accueillir du panneau solaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que toutes les questions d'autoconsommation collective peuvent amener la création de stations de recharge en se disant, bah, tiens, comme il y a un problème de mobilité électrique, est-ce qu'on peut, à partir de l'énergie renouvelable, créer des stations soit rapides, soit lentes, soit à partir du réseau électrique, soit à partir même de batteries. Vous parliez de stockage tout à l'heure. On a notamment Socomec sur la région qui propose des systèmes de batteries. Comment vous voyez un petit peu l'avenir sur ce sujet? Création d'électricité sur une zone d'activité, stockage de l'énergie je dirais recharge des véhicules électriques plus ou moins rapides, puisqu'il y a cette question de je laisse mon véhicule 7 heures ou 8 heures sur une journée de travail et donc il peut recharger de façon lente, ou j'en ai besoin très rapidement et il faut que je charge en 30 minutes, quoi.
Oui, alors je dirais que on le voit pas encore de façon très, très massive. On a effectivement peut-être quelques prémices de demande, on va dire de globalité, donc effectivement d'installation de panneaux photovoltaïques liés à des stations de recharge. Je dirais que pour l'instant, je pense que c'est pas suffisamment mûr dans les demandes qu'on peut recevoir. En revanche, c'est vrai que nous, on va dire aujourd'hui en capacité, grâce au fait que Total Energy justement est présent sur ces différents segments, de pouvoir adresser une demande qui serait globale. D'accord. Et dernière petite question, est-ce que c'est terminé les multiples cartes de recharge entre Shell, Total, etc. Et maintenant, sur les bornes Total Energy, on peut payer avec une carte bleue ou pas encore? Alors, donc en fait, les cartes, disons que on a donc effectivement notre carte qui s'appelle Total Fleet Multi-Énergie. Et on peut bien sûr payer avec notre carte sur nos bornes de recharge. On peut également payer la recharge avec notre carte sur d'autres bornes de recharge avec ce qu'on appelle les accords d'itinérance. D'accord? Donc, si vous avez effectivement une carte Total Énergie, vous pourrez faire votre recharge euh, partout ou avec tous les opérateurs sur lesquels on a conclu des accords d'itinérance. Mais pas encore de carte bleue alors, en direct. Mais alors, pardon, excusez-moi. Si, Oui. si, alors ça va dépendre des installations, mais sur nos stations de recharge, effectivement, on peut payer avec la carte bleue, il y a un lecteur TPE. Oui, Et par de exemple, vous plus, allez. Oui, voilà. oui, Vas-y, je te. oui, juste pour Oui. terminer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les demandes, dans les appels d'offres qu'on reçoit, effectivement, on nous demande le TPE, même sur des bornes, on va dire, lentes et accélérées. Donc, dans les différents appels d'offres auxquels on a répondu récemment, on a proposé effectivement des bornes AC, courant continu, euh, courant alternatif, pardon, avec lecteur TPE. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on nous demande, et quand on le met en place, le lecteur TPE, on le voit nous après on va dire dans nos statistiques de recharge, ça reste finalement très peu utilisé. C'est généralement moins de 5% des recharges qui sont faites avec la carte bleue. Mais c'est une demande, donc c'est quelque chose effectivement qu'on met en place. Donc, payer avec sa carte bleue. On a aussi le QR code, où après on peut aller sur l'application, ou effectivement les différentes cartes d'itinérance. Merci à vous. Je ne vois pas de questions sur la messagerie, donc je vous propose éventuellement, Monsieur Leboeuf, d'enlever votre Oui, partage pour que on est bon. Monsieur Meinrad puisse faire le partage. Allez-y, c'est à vous pour Agrivalor. Ok, alors je vais mettre en place le document. Ok. Donc, bonjour à tous, à toutes. Merci de m'avoir convié pour participer à cette ultime étape du hackathon, si j'ai bien compris. Donc, je vais me présenter déjà. Donc, Philippe Meinrad, je suis agriculteur et co-gérant du réseau Agrivalor en Alsace. Donc, sur ma ferme, je produis essentiellement des grandes cultures, hein. Ma ferme est basée sur la commune d'Ille-Luzerne. Et j'ai fait le choix en 2016 de reconvertir toute mon exploitation agricole en agriculture biologique, grâce aussi à l'activité que j'ai développée avec mes collègues agriculteurs, Agrivalor, qui m'a permis aussi de produire moi-même mes fertilisants organiques nécessaires à mon exploitation agricole. Alors effectivement, Agrivalor pour un retour à la terre. Agrivalor est une structure qui est née il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et notre ambition est née justement d'un constat fait sur notre territoire. Constat tout simple, déjà un constat agronomique qui a été de se rendre compte que le taux de matière organique avait tendance à diminuer dans nos terres. Et on sait tous que la matière organique, c'est un élément essentiel à la vie biologique du sol. Et en ouvrant un peu les yeux et en regardant un peu ce qui se passe autour de nous, on s'est rendu compte que les collectivités locales et des industriels avaient de plus en plus de difficultés à trouver des voies de valorisation durables pour leurs déchets organiques. Ce qui nous a donné l'idée en fait de faire le lien entre une problématique
qu'on constatait au quotidien sur nos exploitations agricoles, et une problématique, on va dire, plus territoriale, qui nous concernait aussi en tant qu'habitants des territoires sur lesquels on vit. Et c'est à partir de là qu'a démarré l'aventure AgriValor. Donc aujourd'hui, les principales activités qu'on a développées consistent à faire du compostage de déchets végétaux, hein, essentiellement issus du tri dans les déchetteries et les professionnels. Le compostage de boues d'épuration, stations d'épuration qui sont présentes localement sur nos territoires. Et dans un troisième temps, on a mis en place une solution de méthanisation de déchets agricoles, mais aussi et surtout déchets d'industrie agroalimentaire et déchets alimentaires. On a été amené à diversifier aussi nos activités de compostage par la production de bois énergie et la nécessité aussi de se rapprocher un petit peu plus de nos voisins et de nos comment dire, des gens qui habitent sur nos territoires, nous a poussé à mettre en place sur nos sites de compostage des points de vente qu'on appelle terre et jardin, pour proposer aussi aux habitants de nos territoires des fertilisants organiques, amendements, compost, paillage, qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes dans leur jardin, et également les communes, puisque c'est aussi un enjeu de revoir un peu la manière dont on fleurit et dont on aménage les communes. Donc voilà un petit peu l'évolution de nos activités hein, qui a démarré en 2000 et avec le développement de plusieurs sites de compostage jusqu'en 2011 avec le démarrage de notre site de méthanisation à Ribeauvillé. Et en 2020, on s'est installé à côté de Strasbourg en partenariat avec d'autres agriculteurs méthaniseurs pour développer l'activité de collecte de déchets alimentaires. Alors, quand on regarde un petit peu l'évolution de notre activité, elle colle bien souvent à des évolutions, comment dire, réglementaires aussi, hein, puisque à partir des années 2000, il y avait l'interdiction de brûler les déchets végétaux, ce qui a aussi poussé le développement au compostage. À partir de 2003-2004, il y a eu la problématique de la directive nitrate, de la loi sur l'eau, ce qui contraignait beaucoup les petites stations d'épuration locales dans l'épandage agricole des boues résiduelles. Et le compostage a été une vraie solution aussi pour ça. Et à partir de 2010-2011, on parlait également de plus en plus de production d'énergie renouvelable. Il y avait des petites ébauches de mise en place de tri à la source de déchets organiques. Et ce qui aussi nous a incité à réfléchir à la mise en place d'une filière de méthanisation. Donc aujourd'hui, notre développement nous a aussi contraints à nous structurer, hein, ce qui fait que nous sommes 5 agriculteurs associés sur plusieurs sites de compostage et le méthaniseur à Ribeauvillé. Donc 100% de nos capitaux sont des capitaux privés hein, qui appartiennent aux 5 agriculteurs. Et on est accompagné dans notre aventure par 85 collaborateurs, bientôt 90. Puisqu'on a aussi la nécessité d'avoir des compétences humaines en interne pour assurer le professionnalisme et puis le bon fonctionnement de nos sites de compostage ou de méthanisation. Donc ça, c'est très important pour nous. On a une équipe très jeune d'ailleurs, ce qui est pour nous assez motivant également. Donc nous sommes implantés essentiellement sur le territoire alsacien, principalement dans le Haut-Rhin, et la nouvelle installation, la Tricot, qui est implantée à Marlenheim en association avec un méthaniseur qui s'appelle Metaco. Et aujourd'hui, notre périmètre de collecte pour approvisionner nos différentes installations s'étale sur tout le territoire alsacien et Belfort, Montbéliard. Donc, nous avons également des engagements au niveau national, puisque quand nous avons démarré nos activités, que ce soit le compostage ou la méthanisation,
et bien souvent, on n'était pas beaucoup dans l'aventure. Donc, l'association Agriculteurs-Composteurs de France a fêté ses 20 ans l'année dernière. Moi-même, j'ai repris la présidence de cette association et ses fondements reposent essentiellement sur la mise en place d'une charte qualité qui est là, pour laquelle on est audité chaque année sur nos sites de compostage par un organisme externe et qui nous sert surtout de, comment dire, ça nous permet de prouver la qualité des pratiques qu'on met en œuvre, d'une part pour respecter la réglementation, ce qui est de toute façon non négociable, mais aussi et surtout pour garantir le retour au sol des matières qu'on va produire. Cette association aujourd'hui représente à peu près une 60aine d'adhérents en France. On a créé également dans la même lignée l'association des agriculteurs méthaniseurs de France en 2010, pour laquelle on était très content de se retrouver à 5-6 agriculteurs à l'époque autour de la table, puisque c'était vraiment une activité nouvelle en France et on avait besoin d'échanger avec d'autres personnes qui commençaient à débroussailler un petit peu cette nouvelle activité. Et aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux en fait sur la production d'énergie renouvelable, hein, ça a été abordé déjà par la présentation précédente, que notre association a beaucoup grandi depuis 2010 et on va se retrouver à plus de 600 adhérents, agriculteurs et méthaniseurs en France. Donc, pour redonner juste quelques chiffres d'un point de vue valorisation des matières organiques, hein, dans le réseau AgriValeur aujourd'hui, on revalorise 125 000 tonnes de déchets organiques à l'échelle de notre territoire et pour produire un peu plus de 55 000 tonnes de fertilisants organiques qui retournent au sol à proximité de nos différents sites de traitement. Je vais aborder maintenant la partie un peu plus énergie. Alors, juste d'un point de vue contexte national, hein, au niveau de la méthanisation. Alors, la méthanisation aujourd'hui en France, en 2023, il y a un peu plus de 1000 installations de méthanisation qui produisent de l'électricité à partir de biogaz et presque 600 installations qui injectent du biométhane issu de biogaz aussi dans les réseaux de gaz. À noter qu'on connaît aujourd'hui plutôt une stagnation du développement des installations de cogénération qui permettent de produire de l'électricité et de la chaleur, mais un fort développement des installations de biométhane qui vont injecter du biogaz dans le réseau de gaz. À noter quand même que les 2/3 des installations en France aujourd'hui de méthanisation sont des installations de méthanisation qu'on appelle agricoles. Alors, d'un point de vue juridique, une installation de méthanisation agricole est détenue majoritairement par des agriculteurs et introduit majoritairement de la biomasse agricole dans son méthaniseur. Alors nous-mêmes, AgriValor, on est bien sûr majoritairement des agriculteurs dans l'installation de méthanisation, mais nos entrants proviennent essentiellement du territoire et pas forcément majoritairement d'exploitations agricoles. Mais on se revendique tout de même méthaniseur agricole puisque c'est notre raison d'être et c'est notre façon de procéder sur le territoire. Ce qui est important aussi de prendre en compte, et puis ça a été également indiqué tout à l'heure par Monsieur Leboeuf, il y a plusieurs scénarios en fait qui vont orienter et impacter l'évolution de la méthanisation en France. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de la loi de programmation énergie-climat, de la stratégie nationale bas carbone. Et que ces deux orientations vont aussi définir les objectifs et les axes de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors effectivement, il y a des orientations très fortes qui sont prises en matière d'évolution. Et effectivement, la PPE va inscrire une trajectoire
dont l'objectif est d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Alors, cette PPE permet aussi de fixer le cap pour les différentes énergies, les différentes filières d'énergie renouvelable, hein, puisque l'idée, c'est d'arriver à un mix énergétique qui permet d'atteindre cette fameuse neutralité carbone. Et ce qu'on note par contre dans la PPE, c'est que la part laissée à la méthanisation est plutôt, on va dire, faible par rapport aux autres comment dire, production d'énergie renouvelable comme le solaire, l'éolien, par exemple. Mais il faut quand même prendre en compte que les objectifs qui sont inscrits dans la PPE, la prochaine PPE, vont quand même nécessitent quand même, comment dire, un facteur 10 entre la puissance énergétique produite par la France aujourd'hui en méthanisation et le scénario qui est prévu pour d'ici 2035. Donc ça donne aussi un petit peu une tendance à l'évolution. À noter aussi, pour revenir à l'aspect un peu plus local, que la région Grand Est aujourd'hui est la région dans laquelle il y a le plus d'installations de méthanisation en France. Alors, sur notre site de méthanisation Agrivalor Énergie, alors je vais peut-être faire un focus rapide de ce que c'est la méthanisation. Donc, en gros, la méthanisation, c'est la dégradation, en fait, c'est la digestion du carbone qui est présent dans les déchets organiques. Hein. Alors, c'est une digestion qui se fait de manière anaérobie, donc en absence d'oxygène. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur cette slide les deux, enfin, vous voyez 4 cuves couvertes sur notre installation de méthanisation. Donc, les 2 premières cuves sont nos 2 digesteurs et dans lesquels en fait, on va digérer des matières organiques. Si vous voulez, la méthanisation, c'est ni plus ni moins que la digestion dans des gros estomacs en béton. Hein. Donc, cette matière organique va produire du biogaz grâce à l'action d'une flore bactérienne qui va dégrader justement ce carbone en biogaz. Et ce biogaz, lui, va servir de combustible. Dans notre cas, ce biogaz sert de combustible pour alimenter 2 moteurs de cogénération qui vont produire à la fois simultanément de l'électricité qui sera réinjectée dans le réseau de distribution Enedis et vendue à EDF dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat. Et à la fois, on va produire de la chaleur liée au refroidissement des moteurs. Alors, je vous parlais tout à l'heure de production d'électricité ou de production de biométhane. Aujourd'hui, le biogaz a 2 possibilités de valorisation, bientôt d'autres encore, mais à l'heure actuelle, on parle des 2 principales, donc la cogénération, ce qu'on fait nous, mais il y a aussi la possibilité de purifier le biogaz qu'on produit à travers un filtre à membrane et de le réinjecter dans le réseau de distribution de gaz, hein, ce qui se développe aujourd'hui le plus en France. Donc, dans notre modèle de méthanisation Agrivalor Énergie, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il se trouve que dans nos matières entrantes aujourd'hui, on trouve pratiquement les 3/4 sous forme de biodéchets qu'on collecte sur notre territoire. Alors, il faut savoir que quand on a démarré le méthaniseur en 2011, cette part de biodéchets ne représentait à peine 10%. Donc, cette part a évolué aussi avec la mise en place progressive mais assez pionnière aussi, par contre, en Alsace, du tri à la source de déchets organiques issus de différents producteurs, hein, que ce soit les industriels, les grandes surfaces ou la restauration privée ou collective. On a également 15% d'effluents d'élevage, puisque un de mes associés est éleveur de vaches laitières. Donc, c'est la ferme que vous voyez tout à l'heure à proximité du méthaniseur. Donc, tous les effluents de la ferme, c'est-à-dire le lisier, y compris le petit lait issu de la transformation du lait en fromage, alimentent directement le méthaniseur par le biais d'une canalisation enterrée entre la ferme et la méthanisation.
et le restant des intrants qui est minoritaire aujourd'hui, mais qui était largement majoritaire au démarrage de notre installation, se constitue plutôt de déchets agricoles, donc déchets de céréales issus notamment de la transformation des céréales et plus particulièrement du site Tereos à Markolsheim, hein, qui n'est pas très loin de chez nous. Des mares de raisin aussi, puisqu'on est au pied du vignoble alsacien, donc tous les restes de sortie de pressoir. Et également des déchets de céréales qui proviennent de nos exploitations agricoles. Donc voilà, pour faire un petit focus sur les entrants. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec les collectivités locales qui ont aussi l'obligation maintenant, depuis le 1er janvier 2024, de mettre en place une solution de tri à la source des déchets alimentaires auprès de leurs usagers. Nos partenaires historiques ont toujours été aussi les industries agroalimentaires et les grandes et moyennes surfaces qui étaient les premiers impactés aussi par le tri des biodéchets. Et on s'adresse aussi également, suivant le contexte local et la politique de tri que mettent en place les différentes collectivités, on s'adresse soit directement à la restauration privée ou aux acteurs privés qui génèrent des déchets organiques, soit par le biais de collaboration avec les collectivités locales. Alors aujourd'hui, on va dire un garde-manger de 40 000 tonnes de déchets organiques par an, hein, qu'on utilise dans notre méthaniseur, sachant que la contrainte liée à une activité de méthanisation, c'est que il faut nourrir tous les jours, hein, nos petites bactéries qui font le boulot, elles ont besoin de manger tous les jours, elles produisent de l'énergie, enfin sous forme de biogaz tout le temps. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, et ce qui va aussi définir souvent les zones d'implantation des méthaniseurs, c'est que en gros, 1 tonne de matière organique qui va rentrer dans nos gros estomacs va générer en gros 900 kilos d'une matière qu'on appelle le digestat, hein, qui sont les résidus de digestion comment dire, des matières entrantes. Donc, en gros, 90% de ce qui rentre va ressortir. Et le digestat qui ressort, je ferai un petit focus tout à l'heure dessus, mais nécessite aussi des capacités de stockage et une proximité avec les surfaces d'épandage, puisque le digestat, en gros, c'est 10% de matière sèche, donc ça veut dire qu'on sort 90% d'eau, quoi. Ce qui aura un impact aussi avec comment dire, la distance à parcourir pour les épandages. Donc le développement des entrants sous forme en termes de biodéchets a nécessité pour nous aussi un fort développement et une adaptation de moyens matériels, hein, puisque vous voyez les camions aujourd'hui qu'on utilise pour la collecte, puisqu'on a aussi la particularité, nous, d'assumer pratiquement 90% de la collecte des tonnages en biodéchets qui rentrent. Parce que quand on a démarré cette collecte des biodéchets en 2010, même avant de démarrer la méthanisation, on était les premiers à se lancer dans cette aventure-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur notre installation de méthanisation, on dispose de 20 camions pour faire la collecte des déchets alimentaires, ce qui nécessite aussi l'embauche de personnel pour conduire ces camions et faire la collecte des biodéchets, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur l'installation de méthanisation seule, on a pratiquement, alors on est 28 salariés aujourd'hui, hein, donc il y a 22 chauffeurs, il y a 4 personnes qui gèrent l'exploitation du site de méthanisation et 3 personnes qui gèrent la partie planification et organisation des collectes des déchets. Sur le site même, ça nécessite des installations spécifiques aussi, puisque on peut être amené à collecter, notamment en grande et moyenne surface, des biodéchets qui sont
encore emballés, comme vous voyez sur la photo. Ce qui a nécessité pour nous la mise en place d'un outil qui permet de séparer d'une part le flux organique qui nous intéresse pour faire de l'énergie et pour fabriquer des engrais à la sortie, et de séparer tous les flux qu'on appelle nous indésirables, plastiques ou autres, qui n'apportent rien dans notre méthaniseur et qu'on ne veut surtout pas retrouver dans nos champs et les champs de nos voisins qui sont également des utilisateurs et qui sont souvent des copains à nous, et on a bien envie de rester en bon terme avec nos copains, quoi. Donc, vigilance très particulière sur les procédés qu'on met en œuvre sur notre site pour à la fois permettre de produire de l'énergie, hein, bien sûr, mais surtout garantir la propreté et l'innocuité des matières organiques qui vont retourner à la terre, puisque c'est aussi par ce biais-là qu'on va réussir à pérenniser nos activités. D'un point de vue énergie, notre site aujourd'hui, Agrivalo Énergie, a la capacité de produire à peu près, je dirais, 60 mégawatts électriques par jour. Pour le moment, on est limité à 50 mégawattheures par jour du fait d'une limitation dans le cadre de notre installation classée de tonnage entrant. Alors, on vient de déposer un nouveau dossier de modification de notre ICPE pour demander une augmentation de tonnage entrant, ce qui nous permettra d'atteindre l'optimum de production énergétique sur notre site. Donc, la seule contrainte, c'est de pouvoir nourrir un petit peu plus, mais les installations telles qu'elles sont conçues, d'un point de vue capacité, le permettront. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'électricité produite est réinjectée en totalité dans le réseau. Et pour vous donner, alors j'ai quelques indications, mais en gros, aujourd'hui, l'électricité qu'on produit pourrait permettre permet en gros d'alimenter pratiquement 10 000 habitants sur notre territoire, ce qui est quand même pas neutre. En termes d'énergie thermique, là, pareil, en gros, on pourrait produire encore 20% de plus. Alors, il y a déjà une partie d'énergie thermique qu'on produit, mais qu'on n'arrive pas à valoriser, puisque la particularité de la méthanisation, c'est qu'on produit de l'énergie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on sait très bien que l'énergie thermique, aujourd'hui, c'est bien plus facile de la valoriser en hiver qu'en été. Donc, on est encore en train de réfléchir à des solutions pour améliorer notre efficacité énergétique globale et pour trouver d'autres solutions, voies de valorisation de l'énergie qu'on aurait encore de disponible. Donc, en gros, pour faire un petit focus sur la valorisation de chaleur, aujourd'hui, 60% de la chaleur qu'on valorise est réutilisée par le casino Barrière, donc le resort du groupe Barrière, qui est à proximité de notre site de méthanisation, hein, puisqu'il se trouve à 1 km du méthaniseur. Alors là aussi, hein, c'est une opportunité de territoire, et je dirais que c'est une idée qui a germé dans notre tête suite à une rencontre entre Jacques Lévesque et moi-même. Jacques Lévesque, à l'époque, directeur du casino Barrière de Ribeauvillé. Et on s'est rendu compte, nous, on avait potentiellement de la chaleur qu'on allait produire, et eux avaient potentiellement un gros besoin de chaleur, et si possible décarboné sur le casino Barrière. Donc, ça a été une belle aventure de territoire qu'on n'aurait même pas imaginé il y a une quinzaine d'années. On a également donc René, mon associé, à la ferme voisine, qui réutilise une partie de la chaleur, notamment pour les besoins de sa fromagerie. Et on a installé, il y a quelques années, un sécheur à foin qui nous permet d'utiliser une partie de la chaleur qu'on produit en été, puisque les consommations baissent aussi au casino en été. Grâce à ce sécheur à foin, moi, sur mon exploitation agricole, ça m'a permis également d'implanter de la luzerne
puisque la luzerne est une culture assez délicate, mais à valeur ajoutée assez importante, surtout en bio. Donc, on produit de la luzerne qu'on va sécher sur le séchoir de la ferme. L'hygiénisation des déchets alimentaires, qui est une contrainte, en tout cas une obligation réglementaire d'un point de vue sanitaire, nécessite aussi de la consommation d'énergie thermique qu'on a sur place. Et je pense que les chiffres actuels sont plutôt de l'ordre de 30%, puisqu'on progresse vraiment en tonnage entrant sous forme de biodéchets. Et le résiduel va servir chez nous à chauffer nos locaux et à maintenir la température dans les digesteurs, hein, qui, je disais tout à l'heure, sont ni plus ni moins que des estomacs en béton, mais qui aiment bien avoir une température régulière pendant toute l'année, qui est de 38 à 40 degrés. Sur la partie retour au sol du digestat, vous voyez, ça nécessite aussi des moyens matériels un peu plus spécifiques et surtout comment dire, des conditions d'application qui respectent comment dire, des contraintes pédoclimatiques, hein, puisque on ne peut pas aller n'importe quand dans les champs. Et si vous voulez, on est encadré par comment dire, dans le cadre de la directive nitrate, on a des périodes réglementairement ouvertes pour les épandages de digestat, mais encore faut-il que ces périodes réglementairement ouvertes soient compatibles avec l'accès dans les parcelles, soit avec les cultures qui sont implantées, soit d'un point de vue météo, si on a une saison plutôt humide. Donc tout ça, ça nécessite aussi une bonne réflexion sur la capacité et les volumes de stockage de digestat, hein, puisque, je vous disais tout à l'heure, on nourrit tous les jours, mais on produit du digestat tous les jours aussi. Sauf que les périodes d'épandage nous contraignent aussi à avoir idéalement 6 mois de capacité de stockage pour notre installation de méthanisation, ce qui n'est pas neutre. Donc aujourd'hui, le retour au sol se fait à proximité, hein. Je ne sais pas si j'ai les éléments, mais en gros, il nous faut à peu près 1400 hectares de surface. On a un plan d'épandage qui fait plus de 2000 hectares et on utilise 1400 hectares de culture, enfin de terre pour faire nos épandages chaque année. Dans un rayon, on va dire, majoritairement dans un rayon de 15 km. Et on a également un agriculteur qui nous sollicite pour utiliser du digestat à 30 km de notre site de méthanisation. Voilà, donc quelques chiffres, hein, que vous pouvez retenir, mais pour lesquels il y a encore des perspectives d'évolution. Alors, effectivement, la dernière diapo, agir pour développer durablement nos territoires. Aujourd'hui, on a une photographie de notre installation qui se veut être un site territorial, mais qui nécessite aussi quand même tout de même des contraintes d'implantation. Aujourd'hui, on réfléchit encore à l'évolution, puisqu'on sait qu'il y a encore de la demande en termes d'énergie, mais on sait aussi que demain, comment dire, la molécule de méthane qu'on va produire grâce à notre installation de méthanisation, et certes, elle a une valeur, comment dire, elle a une valeur énergétique aujourd'hui, mais le sujet a été un peu abordé par M. Leboeuf tout à l'heure. On sait que demain, la valeur, elle va être de plus en plus liée à la décarbonation, en fait. Notre site de méthanisation est certifié RED 2, puisque c'est une nouvelle réglementation européenne qui impose à tout producteur d'énergie renouvelable de justifier la durabilité de son système de production énergétique. Et on sait très bien que demain, c'est cette notion de décarbonation qui risque de prendre le pas sur la valeur intrinsèque de l'énergie qu'on va produire, quoi. Donc, nous, on est tout à l'écoute avec les besoins qu'on peut encore identifier sur nos territoires, puisque
la méthanisation en elle-même doit faire le lien entre les besoins du territoire et le développement et l'évolution du métier d'agriculteur aussi, quoi. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention en tout cas. Merci beaucoup, M. Manhart, pour cet exposé très, très intéressant, très, très précis. Il n'y a pas de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à en mettre. Moi, j'avais une question un peu globale. On sait que la méthanisation et le développement de la méthanisation, elle est aussi liée à l'acceptation des projets. Et parfois, hein, il peut y avoir des peurs, des craintes, hein, de citoyens, hein, sur ces projets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous semble un peu levé, cette question d'acceptabilité des projets, ou est-ce qu'on voit quand même que les citoyens protestent? Je complète juste mes questions, notamment par rapport à l'implantation éventuelle sur des zones d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, les méthaniseurs qui sont portés par Agrivalor sont situés sur du foncier d'activité, ou est-ce que c'est sur du foncier agricole? Parce que ce n'est pas la même chose en termes de disponibilité, en termes de coût. Et est-ce que mettre, selon vous, des méthaniseurs sur une zone d'activité, c'est possible, ou est-ce que le classement ICPE poserait des problèmes par rapport à des zones, je dirais, des zones tampons? Est-ce que mettre un gros méthaniseur à côté d'une industrie agroalimentaire, ça vous semble intéressant? Parce qu'effectivement, une zone d'activité, c'est une zone logistique, hein, souvent par excellence, donc on arrive plus facilement à faire passer les tracteurs, hein. Voilà, beaucoup de questions, mais ça trottait dans ma tête. Alors, par rapport à la première partie de votre question au niveau de l'acceptabilité sur le territoire, c'est vrai que ce sont des sujets permanents. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance, j'avoue, et je me permets de le préciser, puisqu'on a été parmi les premiers. Donc, on est arrivé à une époque où personne connaissait la méthanisation, et quand on allait expliquer un petit peu à nos voisins, aux communes, en gros, les questions étaient légitimes, hein. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce qu'il y aura beaucoup de trafic sur la route? Voilà. Donc aujourd'hui, nous à l'époque, on a vraiment expliqué ce qu'on allait faire. On a aussi essayé de démontrer la maîtrise qu'on allait mettre en œuvre, hein, dans l'exploitation de nos installations. Et surtout, on a été vraiment, vraiment soutenus par nos élus locaux qui ont cru à notre projet et qui nous ont aidés, hein, puisque ils ont permis l'implantation de notre site. Mais je pense que le fait de donner des liens concrets avec le territoire, et notamment nous, notre partenariat avec le groupe Barrière a aussi aidé, puisque je dirais que ça donnait un peu plus de sens à la méthanisation uniquement agricole, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai lien qui se créait concrètement avec des bénéfices mesurables concrètement aussi pour le territoire. Et je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants à montrer et à démontrer pour des futurs porteurs de projets, hein. Alors maintenant, nous, on a un deuxième lien qui s'est fait sur le territoire, c'est le fait de pouvoir collecter les déchets alimentaires, ce qui donne aussi du sens aux gestes de tri que vont faire tous nos voisins et habitants des collectivités. Maintenant, sur l'aspect implantation, alors c'est sûr qu'en termes de coût d'implantation, ça coûtera moins cher à implanter sur une zone agricole que sur une zone d'activité, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi des contraintes réglementaires liées à l'ICPE qui font que il y a une distance minimale des tiers à respecter pour implanter un méthaniseur. Et après, il y a alors certes, en zone d'activité, il y aura sûrement plus de possibilités de trouver des liens pour mieux valoriser l'énergie, puisque souvent les industriels qui sont présents sont aussi des consommateurs d'énergie et peuvent aussi potentiellement être des producteurs de déchets. La contrainte qu'il y aura par contre, ça sera de ressortir le digestat et de l'emmener dans les zones d'épandage qui sont plutôt des zones rurales agricoles, quoi. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte quand même.
D'accord. Et sur la partie, est-ce qu'aujourd'hui les méthaniseurs sont considérés comme de l'activité agricole ou de l'activité industrielle? On est sur quel type de foncier? Alors, normalement, si d'un point de vue urbanisme, alors tout peut évoluer hein, au niveau de l'urbanisme aussi. Maintenant, nous, par exemple, on a implanté dans une zone agricole avec une modification à l'époque du PLU qui a délimité la surface de notre implantation en zone AE, ça veut dire agricole, mais à vocation énergétique. Maintenant, d'un point de vue fiscal, notre installation n'est pas considérée comme agricole. Donc, on est soumis à toutes les taxes locales comme n'importe quel industriel et qui ont un poids assez conséquent sur l'économie de nos sites, mais qui en même temps, voilà, nous justifie aussi notre impact d'un point de vue circulation routière ou autre sur le territoire, quoi. Enfin, on peut Ouais, pas, je veux dire, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. je me permettrais d'ajouter, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez important, on va dire l'aspect foncier et statut du PLU. Nous, typiquement, aujourd'hui, toutes les installations qu'on va créer, Total Energy, on s'implante systématiquement sur zone d'activité, zone industrielle. Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de s'implanter sur un foncier agricole. Enfin, c'est une question réglementaire, hein. On va dire le seul foncier qui peut être utilisé par une méthanisation, il faut qu'elle soit elle-même agricole. Enfin, M. Mayra l'a très bien dit, et je trouve que c'est très bien que ça reste comme ça, hein. Faut bien caler les choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment un besoin de s'implanter sur des zones d'activité, zones industrielles. Et il y a enfin, on a tous cet intérêt à bien intégrer dans la zone industrielle. Enfin, je suis complètement raccord avec ce que M. Mayrad disait. Enfin, voilà, il y a plein d'intérêts de synergie en amont et sur l'exploitation, matière et chaleur. Mais par contre, derrière, il faut exporter le digestat qui est plus des zones rurales. Donc, ça implique un aspect logistique, enfin, une proximité des axes importants de logistique à prendre en compte. Voilà, je voulais rajouter cette petite partie qui n'est pas négligeable, je pense. Après, il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, parce que si on reprend les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et on va dire, si on reprend un petit peu la directive que ça donne pour la production de biogaz, tous les acteurs sont conscients aussi que pour atteindre ces objectifs-là, ça se fera essentiellement et grâce à la biomasse agricole. Oui. Donc, on peut quand même attendre un fort développement de la méthanisation, principalement en zone rurale, puisque le gisement, effluent d'élevage ou biomasse issue de cultures intermédiaires proviendra essentiellement d'agriculture. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore des choses à explorer en termes d'amélioration, de tri pour sortir la part organique des ordures ménagères résiduelles, mais le gisement va à un moment donné se limiter et il faut espérer même que pour l'avenir, tout ce entre guillemets gaspillage alimentaire va aussi se réduire, quoi. On est d'accord. Eh bien, merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, donc c'est que les interventions étaient, et je le répète encore un grand merci à Monsieur Leboeuf, Madame Garde, on est parti, hein, n'a pas pu rester, hein, Oui, et bah Monsieur pas. Magrad, hein, sur ces explications sur la question de l'énergie, hein. C'est vrai que on voulait aussi terminer ce cycle, hein, parce que l'énergie, c'est quelque chose aussi qui permet de multiplier les usages hein, sur une zone d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une zone d'activité, comme je le disais en introduction, elle crée de l'emploi, mais demain, on peut se poser aussi la question de créer de l'énergie et vous le montrez à travers hein, ces dispositifs de méthanisation hein, qui peuvent se situer certes en zone rurale, hein, bien évidemment, en fonction des opportunités, mais qui sont là aussi pour des échanges de systèmes. Hein. Je produis, je valorise, je reçois de l'énergie. Petit clin d'œil hein, aussi, puisqu'on est on est au printemps, hein, j'ai mis un petit post LinkedIn, parce que j'avais lu un article ce matin hein, qui disait, alors, rien à voir hein, sur la méthanisation, encore que hein, un gazon bien tondu renferme à peu près autant de biodiversité qu'une cour d'école peinte en vert. Donc comme c'est la saison de la tondeuse, laissez un peu pousser
vos gazons, vos herbes pour laisser les fleurs et les abeilles polliniser et avoir un peu de biodiversité. Ce qui est vrai aussi sur les zones d'activité, hein, puisqu'on rejoint aussi aux zones d'activité. C'était un petit clin d'œil puisqu'on arrive sur le printemps et la saison des tontes. Donc, merci à vous hein, d'avoir clos ce cycle apprenant et inspirant pour nos zones d'activité. Donc, je le répète, maintenant, on va rentrer dans la phase opérationnelle des projets, du hackathon, pour penser les zones de demain hein, sur Parc du Ride et à Heurt hein, et sur le biopôle de Colmar. Prochain petit webinaire qui est désormais un webinaire plutôt de méthodologie qu'on réalise en partenariat avec Namkin le 18 avril de 9h à 10h sur effectivement les attendus, les livrables, le temps de la journée, la présentation d'outils et comment utiliser les outils le jour du sprint hein, sur carte mentale, carte d'empathie, scénario de vie. Donc comment maintenant je vais pouvoir, à partir de mon idée, en faire un projet, en faire un prototype. N'hésitez pas encore une fois à porter un projet, à participer à une équipe. Je le rappelle, Pierre l'avait rappelé, il y a deux sprints, hein, le 23 et 24 mai pour le Parc du Ride, le 20 et 21 juin pour le Biopôle à Colmar. Encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une équipe projet qui va se réunir toutes les semaines jusque mai ou jusque juin. Nous pensons sincèrement qu'un projet, c'est une équipe qui se réunit peut-être une fois, maximum 2 fois avant le sprint, et après, c'est une journée de travail. Et on a largement le temps de créer un prototype qui pourront aider nos territoires sur toutes ces questions que nous avons vues, hein, énergie, biodiversité, aménager différemment, la mobilité dans les zones d'activité. Donc, n'hésitez pas réellement à porter un projet ou à participer à un projet. On passe maintenant dans la phase opérationnelle et je dirais les territoires, que ce soit Colmar Agglomération et la communauté de communes de la Basse-Zorn, attendent avec impatience et avec vraiment une volonté de progresser sur leur zone d'activité, toutes les idées novatrices qui pourront sortir du hackathon. Et donc, on vous donne rendez-vous donc le 18 avril et après en mai et en juin sur les territoires. Merci encore à nos intervenants. Merci à vous d'avoir été régulièrement très nombreux autour de ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.